Bonsoir à tous, bonsoir à tous. C'est l'été Smart. Durant une heure, nous allons tenter de mieux comprendre l'actualité économique du moment, de l'analyser, de la mettre en perspective. De quoi allons-nous parler ce soir? On parlera de la croissance verte, de la croissance sobre. C'est l'expression utilisée ce matin à la radio par le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. La croissance, est-ce qu'elle peut être verte? Est-ce qu'elle peut être sobre? Sous-entendu, est-ce qu'elle peut être compatible avec nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre, nos objectifs climatique, les engagements des différents pays en la matière? Est-ce que garder un œil sur la croissance du PIB, c'est compatible avec le fait d'essayer de réduire l'empreinte climatique de la dite croissance? Voilà, c'est des sujets compliqués, tout le monde n'est évidemment pas d'accord, ce sera l'objet du premier débat de l'émission. Dans la deuxième moitié de celle-ci, nous nous intéresserons au climat boursier actuel, en essayant de faire le lien entre deux, trois actualités sur les marchés. Le feuilleton Veolia-Suez qui est reparti de plus belle, avec des papiers dans les journaux qui racontent les rencontres entre les uns et les autres, qui ont une petite tonalité un peu surréaliste. On verra ça. Les fonds activistes qui de nouveau s'attaquent à Danone, et puis à l'inverse, la banque BPCE qui retire sa filiale Natixis de la bourse. Bref, les marchés financiers, la bourse, forcément en ces périodes d'euphorie, sont-ils bien compatibles avec une gestion saine du capitalisme? On ira jusque-là. Ce sera l'objet du deuxième débat. Mes deux invités ce soir, il y en a un qui est déjà en plateau, c'est Erwan Tison, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, directeur des études de l'Institut Sapiens, un think tank, et puis on sera rejoint dans quelques minutes par Denis Jacquet. Je le présenterai à ce moment-là. Tout de suite, la petite question apéritive qui du coup va être un dialogue entre moi et Erwan. On va parler de croissance, mais sous un autre angle. La question apéritif du jour autour des sujets de croissance. La Commission européenne, ce matin, a publié ses dernières prévisions. Elle a révisé à la baisse ses prévisions de croissance pour l'Union européenne, tout en expliquant que il y a de la lumière au bout du tunnel. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? La Commission européenne nous explique que sur la zone euro, la prévision 2021 a été abaissée à 3,8% de croissance moyenne. C'était 4,2, je crois, auparavant. Sur la France, ça reste assez optimiste avec un 5,5%, un peu en dessous de la prévision de Bercy qui est à 6%. Alors, ça pose deux questions. Il y a quelques jours, on en avait même parlé autour de cette table dans l'émission. Le thème, c'était il y a un vent d'optimisme à la fois sur les marchés, mais ça fait un certain temps. Mais même dans les perspectives, dans les prévisions, on avait la Banque de France, l'INSEE, puis la Banque de France qui a dit que nos prévisions de rebond de croissance n'étaient pas inatteignables. Il y avait un pan positif. Là, la petite douche froide de la Commission européenne, et en même temps pas particulièrement sur la France. Et puis en même temps... je le disais dans le sommaire, le président du MEDEF était à la radio ce matin. Regardez ce qu'il dit à propos des prévisions. Reprise économique en 2021. Geoffroy Roux de Bézieux qui répond: honnêtement, je ne sais pas, c'est très difficile de faire des prévisions, mais le jour où on lève les restrictions sanitaires, ça peut repartir très vite. Alors évidemment, c'est difficile de faire des prévisions dans une période actuelle, mais du coup, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que ça vaut le coup de les faire malgré tout? Erwan, disons, compte tenu du degré d'incertitude absolument immense dans lequel on évolue, on a quand même des économistes, des professionnels un peu partout qui, en permanence, font des prévisions, les révisent tous les 15 jours, tous les mois ou tous les 3 mois. Ça fait parler dans les émissions de télévision comme ici. Est-ce que c'est... Pourquoi continuer à faire des prévisions alors qu'on n'a jamais eu autant d'incertitudes? C'est pour occuper les macroéconomistes, déjà, d'une part. Non, déjà, il y a l'obligation de faire des prévisions pour quand vous préparez votre PLF, votre projet de loi de finances, vous êtes obligé déjà de baser sur des hypothèses macroéconomiques. Voilà. Alors ça, c'est quand on est gouvernement, quoi. Quand on est gouvernement, mais le gouvernement se pose aussi sur les principales. Là, on ne va pas se mentir, à mon avis. Si tout se passe bien, on aura, même si tout se passe mal, on aura de toute façon peut-être un PLF qui va de toute façon un projet de loi rectificatif, voire 1, voire 2. Oui, il y a eu 4 rectificatifs en 2020. C'est bien d'avoir les dernières données actualisées des différentes institutions internationales pour pouvoir se baser justement sur une base assez intéressante. Mais vous connaissez la petite blague, vous savez pourquoi est-ce que Dieu a inventé les météorologistes? C'est pour que les prévisions des économistes paraissent moins farfelues. Là, on est en plein dedans. Mais ce qui est toujours intéressant, c'est dans les petites notes de ces prévisions-là, on vous dit jusqu'à ce qu'on date, en fait, les conjoncturistes datent leur
prévisions du jour J parce qu'ils vous disent le lendemain, ça peut de toute façon être caduque. La vérité, c'est qu'on n'en sait rien. Ces prévisions, elles sont utiles pourquoi ? Pour faire des hypothèses macroéconomiques, parce que c'est pas parce qu'on est dans un environnement d'incertitude qu'on doit justement être attentiste. Au contraire, on doit justement évaluer quelque part les différentes tendances macroéconomiques pour pouvoir avoir des politiques cycliques ou contracycliques. Et deuxièmement, c'est pour pouvoir se donner aussi un cap. Ces hypothèses, elles sont pas non plus si... elles peuvent paraître optimistes, mais elles sont pas non plus si irréalistes. Quand vous regardez la capacité de rebond qu'a pu avoir l'économie française lorsqu'on a déconfiné temporairement, je vous le concède, cet été. L'été dernier. C'était quand même assez impressionnant. Hein. On a été le pays qui a parmi le rebond le plus fort de la zone euro. Donc ça, c'était très intéressant. Donc, se dire qu'on continue en tout cas toujours à faire 6%, ça me paraît peut-être un petit peu hypothétique parce qu'on va avoir encore des mesures de confinement ou en tout cas de restrictions économiques. C'est ce que nous disent la plupart des épistémologistes, mais ça ne paraît pas en tout cas totalement infamant de se dire qu'on va avoir ce genre de prévision-là. Et vous comprenez que le patron du MEDEF, il préfère dire honnêtement, je ne sais pas. Mais tout le monde... Ça l'honore, hein, effectivement. Alors lui, il n'est pas prévisionniste, il n'est pas macroéconomiste. Hein, donc, Mais tout le monde vous le dit, les conjoncturistes vous le disent, les conjoncturistes vous disent de toute façon, on est obligé de le faire aujourd'hui, parce que quelque part, c'est notre métier. C'est comme demander à un météorologiste de vous faire la météo sur les 3 prochains mois. Il va le faire quand on lui demande de le faire, mais il vous mettra une grosse astérix ou il vous mettra en tout cas un indice de confiance très faible. Mais moi, par contre, si je pouvais mettre un tout petit bémol dans la communication que peuvent avoir certains politiques par rapport à ça, on se gargarise de se dire on va faire 6%, on va faire 7%, peut-être 8% l'année prochaine, on ne sait pas, on regarde. Attention à la façon dont ça peut être perçu dans l'opinion publique. Je m'explique. Pour l'instant, on ne voit pas encore les effets catastrophiques qu'il peut y avoir de cette crise-là. Du moment où on va déconfiner l'économie, on va tout simplement retourner à une vie à peu près normale. C'est là où on pourrait attendre, en tout cas, la première vague sociale qui va arriver. Et c'est aussi à ce moment-là où il peut y avoir dans la tête des gens, l'épidémie est finie, la crise économique est terminée. Et donc, du coup, il y a 6% de chômage, donc il y a 6% de croissance. Il n'y a pas de raison que mon salaire n'augmente pas, il n'y a pas de raison que mon pouvoir d'achat augmente, il n'y a pas de raison que mon voisin perde mon emploi, etc. On pourrait se dire, quand on regarde les chiffres, 6%, ça fait des années qu'on n'a pas fait ça. Pourquoi est-ce que du coup, ma situation à moi va mal ? C'est pour ça que... Parce qu'il y a eu moins 8,3 en 2020. Exactement, mais c'est pour ça aussi que, déjà, il faut l'expliquer. Il faut le rappeler, quoi. Il faut le rappeler. Quand vous avez la plupart de... C'est un rebond qui ne nous ramène pas au niveau précédent, exactement. En tout cas pas d'un coup. Exactement, et on commence déjà à poindre la petite musique, on commence à l'entendre déjà qui fait un petit écho avant la présidentielle, de se dire, non mais attendez, regardez la croissance qu'on fait, on fait une croissance historique de la part de quelqu'un qui serait pas forcément hyper pointu en économie, un homme politique qui pourrait utiliser ce genre d'argument-là d'un point de vue un peu populiste, si vous voyez où je veux en venir, et qui pourrait se dire, non mais attendez, regardez-moi ça, en plus de ça, vous avez quelques dividendes, comment ça se fait que l'économie va mal ? Donc ça peut être un argument de campagne. Donc qu'on pourrait peut-être dire à accompagner ces petites conjonctures, c'est de dire prenons un taux de croissance peut-être sur une période de 4 à 5 ans, plutôt que d'avoir quelque chose d'annuel, parce que là, ça peut effectivement avoir quelque chose de très douloureux pour les Français de se dire attendez, on est l'année où on fait le plus de croissance, mais c'est l'année aussi où je vais perdre mon boulot et j'ai mon pouvoir d'achat qui va être renié. Donc attention à ces conjonctures, attention à la lecture et surtout, ne mettons pas de regarder et de dire les petites astérix qu'il y a en bas de toutes ces prévisions. Et le fait qu'on soit au-dessus de la moyenne européenne dans les prévisions de la Commission pour 2021, c'est parce qu'on a été en dessous en 2020, c'est juste un effet élastique? Tout à fait, quand vous regardez l'habitude, on est entre 6 et 10% de pertes, entre 6 et 12 dans la zone euro. Les 10, c'est nous, hein, on a clairement eu un beau plongeon. On peut peut-être aussi avoir un rebond qui soit à la hauteur. C'est pour ça, il faut regarder vraiment faut vraiment regarder la chose dans son ensemble. Il faut surtout pas se dire, il faut pas non plus se dire c'est la France qui s'en sortira le mieux en 2021 parce que c'est là où la France a la croissance en valeur absolue la plus importante. Il faut toujours avoir justement les notions un peu plus relatives quand on regarde ces chiffres-là et se dire que c'est sur une réalité macroéconomique beaucoup plus complexe que la simple analyse arithmétique. Allez, on va continuer à parler de la croissance, mais cette fois-ci sous un autre angle, pas uniquement les chiffres, mais dans la nature même de la croissance et dans son caractère compatible ou non avec notamment nos engagements climatiques. On parle donc de croissance en s'interrogeant, regardez le titre du débat en bas de l'écran, la croissance peut-elle être sobre? Pourquoi ce terme de sobre? Eh bien, voilà, j'ai été décidément inspiré par la prestation radiophonique du président du MEDEF ce matin, je l'évoquais il y a quelques minutes par rapport à son absence de son je ne sais pas par rapport aux prévisions économiques sur la croissance dans son principe. Regardez cette citation de Geoffroy Roux de Bézieux donc sur Inter ce matin, je ne suis pas décroissant, je l'assume, ça on peut le comprendre par rapport à son statut de président du MEDEF. Par contre, il faut trouver une croissance sobre. Il évoque, on soutient le score carbone, cette idée de
Voilà, de croissance sobre, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire, par exemple, est-ce que, voilà, ce matin, le gouvernement a annoncé qu'on renonçait au projet de 4e terminal j'allais dire à Orly, non, à Roissy. C'est le projet de Roissy 4 qui a été, alors il faut dire que comme il n'y a plus d'avions, on imagine que c'est moins urgent. Voilà, est-ce que c'est ça la croissance sobre? C'est renoncer à des projets mais en garder d'autres? Est-ce que, par principe, la croissance, la hausse du PIB est-elle compatible avec nos objectifs climatiques? Je faisais j'ai retrouvé, c'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a 15 jours, une chronique une tribune dans le magazine L'Express de Jean-Marc Jancovici. C'est pas Yves Cochet, Jean-Marc Jancovici, c'est quelqu'un d'à peu près raisonnable. Il n'est pas en train de se cacher dans une grotte en attendant la fin du monde. Il a intitulé sa chronique Le mythe de la croissance verte. Et il dit une économie 100% décarbonée, c'est un mirage. Et voilà, 2 extraits partout. On répète qu'envoyer le CO2 dans les oubliettes de l'histoire n'empêche en rien l'économie de croître, voire accélère la croissance. Une telle conjonction semble pourtant hautement improbable sur le plan physique, celui qui parle, parce qu'il dit que de toute façon, il faut faire des machines, donc à un moment donné, on dépense de l'énergie et que, quoi qu'il arrive, on n'arrive pas, même avec une productivité du travail, dit-il, qui augmenterait, qui serait l'espèce de variable d'ajustement magique qui résoudrait l'équation, on n'y arrive pas. Alors, c'est un sujet vaste, mais je sais que vous avez des idées, évidemment, sur ce sujet. Je commence par vous. Denis Jacquet, qui nous avait rejoint, entrepreneur, voilà, notamment dans le e-learning. Vous avez fondé l'Observatoire de l'ubérisation. Vous êtes à l'origine d'un mouvement, le Day One Event, sur un événement pour accélérer la transformation numérique des entreprises. Cette idée d'une croissance sobre ou d'une croissance verte, alors après, est-ce que la croissance sobre est différente de la croissance verte? C'est un autre sujet, je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus. Est-ce qu'on est capable, selon vous, à moyen terme, de concilier croissance du PIB, qui est quand même ce dont on parle, et non seulement en réduction, mais un jour, annulation de nos rejets dans l'atmosphère. Enfin, en tout cas, les rejets qui sont nocifs, type CO2. C'est effectivement presque un sujet de bac maintenant, mais on pourrait disserter longtemps sur le sujet. Je comprends plus beaucoup ce que dit Geoffroy Roux de Bézieux de façon générale, parce que pendant la crise, il nous a sorti des trucs hallucinants. Donc j'ai l'impression qu'il est passé un peu dans une autre dimension, je ne sais pas trop laquelle. Donc sobre, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Je pense qu'il veut dire sobre en termes de consommation énergétique, c'est-à-dire moins énergivore. Mais... Bon, déjà, il faut savoir d'où on part. Là, on va partir d'une récession qu'on ne mesure pas encore complètement, puisque... C'est ce qu'on évoquait il y a 2 minutes avec Erwan. Si je n'avais pas été en retard, j'aurais pu participer à cette partie. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on ne sait pas jusqu'à quel point ça va aller, parce que je pense que les prévisions sont très loin de la réalité, en tout cas pour l'Europe. Bon. Et éventuellement pour l'Amérique du Sud. Donc déjà... Pour rattraper ce retard, il va falloir de toute façon une croissance. Je ne sais pas si c'est sobre ou pas sobre, mais il faut rattraper. Parce que si on ne rattrape pas, c'est des gens qui vont rester au chômage, c'est des gens qui vont être désespérés, c'est des gens qui vont voir des échéances électorales sur lesquelles ils vont vouloir peser en descendant dans les rues. Et à un moment donné, parce qu'on a voulu, à force de regarder les statistiques globales, oublier non pas le nombre de chômeurs supplémentaires, mais où sont ces chômeurs. Bon. Les petites, les moyennes villes, celles où l'emploi ne repousse jamais. C'est ça le drame, c'est qu'à force de regarder des tableurs Excel, on oublie de regarder la réalité. D'ailleurs, c'est pas très grave qu'on perde quelques emplois à Paris. On arrive mécaniquement à les recréer. Allez, où je suis né, dans l'Orne, tous ceux qui ont été perdus il y a 25 ans, il n'y en a pas un seul qui soit recréé aujourd'hui. Donc du coup, cette croissance doit permettre de faire ça. Et c'est pas seulement la croissance, c'est aussi, Sapiens sur tellement de sujets, mais brillamment, mais sur celui-là, c'est celui de la mutation des jobs. C'est-à-dire que ce qu'on voit pendant cette période, c'est une accélération formidable de tout ce qui va contribuer à une mutation des compétences, des jobs, la disparition de certains, l'apparition d'autres, et qu'il faut s'y préparer. Donc c'est pas juste de la croissance, c'est de la croissance avec de la préparation des hommes et des femmes. Donc dans cette course contre la montre pour réintégrer socialement tous ces gens, on peut pas être sobre. Après, la frugalité, un autre problème. On peut faire de la croissance aujourd'hui en gagnant tout autant d'argent qu'avant. Et j'allais dire, si on sait séduire ses consommateurs, si on sait séduire ses parties prenantes, si on sait aujourd'hui être comme Yves Rocher, une entreprise, la première entreprise à mission française, vous n'avez pas une seule décision prise aujourd'hui chez eux qui ne soit pas prise à l'aune
de ce prisme. C'est quoi ma raison d'être ? C'est reconnecter à la nature. Donc je ne peux pas sortir un produit qui soit en contrariété avec ça. Ça n'empêche pas, aujourd'hui, même pendant la crise du Covid, Yves Rocher a continué à croître et finalement à rattraper son retard. La croissance est repartie et aujourd'hui, ils vont gagner de l'argent, continuer à croître. Est-ce que c'est pas ça de la croissance verte ou de la croissance sobre, alors précisément ? Sobre. Donc si ce qu'il veut dire par sobre, c'est ça, il a tout à fait raison et c'est le bon moment de le faire. Parce que la tentation, c'est de dire, les gars, on n'a plus de profit, ou très peu. On a beaucoup moins de chiffre d'affaires. Il y a plein de secteurs qui sont ruinés. Pour l'instant, foutez-nous la paix, même si on fonctionne au charbon, on va y aller parce qu'il faut qu'on rattrape. Donc ça pourrait être la tentation de plein de secteurs qui sont en perdition aujourd'hui. Mais les autres peuvent y aller. L'alimentation a continué à pas trop mal se passer. Enfin, il y a des secteurs qui fonctionnent très très bien. Ils peuvent se permettre d'avoir cette croissance dite sobre, qui fait que c'était un des sujets, j'imagine, qu'on peut aborder en ce moment, mais que certains PDG français ou ailleurs sont pointés du doigt parce qu'ils ont commencé à avoir une raison d'être ou un impact sociétal fort, mais les résultats sont un peu en retrait. On va en parler dans la deuxième moitié de l'émission. Voilà, donc du coup, c'est des paradoxes qui ne sont pas faciles à gérer, mais si sobre, ça veut dire ça veut dire ne pas abandonner le cap d'essayer d'avoir un impact sociétal et notamment environnemental meilleur, mais il y a des entreprises qui auront plus de mal à le faire parce que ça demande des investissements et qu'elles seront peut-être plus en position de le faire pour le moment. Quel regard vous portez, Erwan, sur ce thématique croissance verte, croissance sobre et capacité à rendre compatibles à la fois les objectifs de croissance de chiffre d'affaires, de croissance du PIB pour les économies et les contraintes environnementales. Moi, j'ai un problème avec le terme sobre, enfin la sobriété à la croissance, parce que je pense qu'on confond l'intensité avec la pollution, on confond l'énergie avec avec les émissions de CO2, on confond un peu tout. Une croissance sobre, ça rappelle effectivement quelque chose décroissant. La croissance française, elle est par nature sobre en émissions de CO2. Puissante en énergie. Donc elle est plus sobre que beaucoup d'autres. Elle est plus sobre, elle est beaucoup plus neutre en CO2 que la plupart des autres croissances. Plus intense en énergie, ça c'est certain, mais on a la chance d'avoir une énergie qui est sobre en émissions de CO2, d'avoir du coup une croissance qui soit moins intensive d'un point de vue pollution. Si vous permettez, 3 petits chiffres. J'ai regardé un petit peu suite aux déclarations de M. Roux de Bézieux, parce qu'en France, on adore, en plus avec la présentation du projet de loi issu de la Convention citoyenne, on adore penser que tous les mots on va dire tous les problèmes climatiques seraient en fait dus au comportement des Français. Il faut savoir que les émissions de CO2 en France depuis 1990 ont diminué de 12%, quand celles du monde entier ont augmenté de plus de 59%. La consommation de CO2, l'émission de CO2 par habitant a diminué de 23%, celle des habitants du monde entier a augmenté de 13%. Et ce qui est très intéressant, c'est le chiffre qui nous intéresse le plus, c'est que la quantité de CO2 nécessaire par unité de PIB supplémentaire, unité marginale, donc tout simplement l'intensité dans le CO2 de la croissance française, a diminué de 40% depuis 1990. C'est-à-dire qu'en fait, on croît plus vite en émettant beaucoup moins. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, on arrive à prendre en compte, c'est une contrainte budgétaire, n'importe quel entrepreneur sait faire ça, n'importe quel programme de macroéconomie sait faire ça. Quand vous devez optimiser justement votre production sous une contrainte, et là on est sous une contrainte environnementale. Donc comment est-ce qu'on fait plus avec moins d'un point de vue environnemental ? Et ça, on arrive très bien à le faire. Vous avez par exemple, vous citiez l'exemple de l'aéronautique avant. L'aéronautique est souvent montrée comme un exemple extrêmement polluant. C'est vrai, le transport, environ, c'est 30% des émissions de CO2 au niveau mondial. Mais il y a d'énormes efforts qui sont faits par les motoristes pour incorporer justement cette contrainte-là. Vous avez par exemple en 15 ans une augmentation de 60% des passagers qui ont été transportés, ce qu'on appelle le PKT. Et derrière, vous avez seulement une augmentation que de 15% des émissions de CO2. Donc en fait, quelque part, vous avez tout simplement 4 fois une intensité qui est 4 fois plus importante. On transporte les passagers en polluant moins. Exactement. Donc pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez tout simplement les forces vives de l'économie qui, tout simplement, ont pris en compte cette contrainte écologique, cette contrainte environnementale et ont réussi à l'internaliser. Donc se dire que ce qu'il nous faut, c'est une croissance sobre, moi j'aime pas vraiment le terme sobre, ce qu'il nous faut, c'est une croissance neutre en CO2, ça c'est certain. Alors après qu'un physicien aussi renommé, en tout cas aussi passionnant à lire que Jean Covici, nous dise non, il faut voir aussi pourquoi le Jean Covici je respecte énormément son travail, mais il a un regard purement physicien. Là-dessus, c'est aussi aux économistes, comme vient de le dire Denis, à dire aussi quelque part qu'est-ce qu'on met en face de la dépense. Effectivement, il y a une dépense environnementale parce que la croissance zéro CO2, ça n'existe pas encore. Ça existera peut-être demain avec des processus d'optimisation grâce au quantique, grâce à une énergie qui sera purement pure, purement en termes de CO2. Mais on doit aussi dire d'un point de vue économique, à quoi ça correspond une croissance zéro émission. C'est tout simplement une diminution tout simplement du PIB, donc c'est une diminution du pouvoir d'achat par habitant, c'est une diminution du taux d'emploi, donc c'est une augmentation. Au jour d'aujourd'hui, c'est une augmentation. En l'état actuel de l'art, une augmentation de la pauvreté, c'est un déclassement en fait tout simplement des citoyens. Et qui dit déclassement, quand on regarde un petit peu les travaux de Lorenz, notamment en la matière, on nous apprend que c'est la courbe de Lorenz, on nous apprend que plus
le revenu par habitant augmente, plus les considérations écologiques et donc du coup la vertu écologique d'une nation augmente. Donc à l'inverse, plus on va diminuer le revenu des habitants, moins les considérations ils seront écologiques préoccupés par leur empreinte carbone. Donc il faut savoir aussi, quand on fait un investissement, on regarde justement le bénéfice qu'on peut en tirer à court, moyen et long terme. Une croissance sobre ou totalement neutre, du coup, qui ressemblerait à des croissances, ça serait pas bon du coup pour l'écologie en tant que telle. Une croissance sobre d'un point de vue CO2, comme on le fait aujourd'hui grâce à notre énergie nucléaire et grâce aux innovations, c'est une piste vers laquelle on doit absolument aller. Denis, vous évoquiez ceux qui vont y arriver, ceux qui ne vont pas y arriver, rapidement. Tout à l'heure, comment orienter, comment guider, comment flécher les entreprises vers une plus grande sobriété. Alors maintenant, je n'ose plus le dire. Enfin, je vais continuer à utiliser le terme de Rode Bézieux ce matin. Ou en tout cas, une plus grande vertu, en termes de par rapport, voilà, une moindre empreinte carbone. Est-ce qu'il faut laisser les forces du marché, parce que de toute façon les opinions poussent à ça. C'est ce qu'on parle quand on en parlait hier autour de cette table. C'était ce qui était évoqué ici même. Est-ce qu'il faut aider avec un cadre réglementaire législatif? C'est ce que fait le gouvernement en ce moment avec la loi climat qui a été présentée hier en Conseil des ministres. Est-ce qu'il faut laisser faire ou est-ce qu'il faut aider? Est-ce qu'il faut flécher? Est-ce qu'il faut encadrer avec le droit notamment? Je pense que la vie des êtres humains sur Terre, c'est un tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le climat d'un côté et puis tout le reste de l'autre. C'est-à-dire que, et Erwan le rappelait très justement, si on a des ventres vides qui crient famine, vous n'aurez pas de préoccupation écologique. Et puis on parle toujours, c'est les entreprises. Mais il y a 7 milliards d'habitants sur Terre, c'est aussi notre responsabilité en tant que citoyens de notre vie individuelle. Si 7 milliards d'individus tous les jours ont une conscience plus forte de ce qu'ils font quand ils font la livraison à domicile et qui jettent les plastiques qui finissent dans l'océan, on va résoudre quand même un certain nombre de problèmes. Donc déjà, cette notion de dire il faut que les entreprises... Pourquoi que les entreprises? C'est nous tous. Donc là, la Banque mondiale, la Bill Gates Foundation disent voilà, on a déjà rendu en moins d'un an, avec le Covid, plus de 50 millions de personnes à l'extrême pauvreté. C'est moins $1 par jour. Bon. Si vous croyez que ces gens-là vont avoir une moindre préoccupation écologique dans leur vie, et on ne parle pas de dizaines de personnes ou de 3000 cas dans nos salles de réanimation, on parle de dizaines et de centaines de millions de personnes dans le monde. Bon. Donc là, déjà, on se fait une illusion incroyable, c'est-à-dire que ces gens-là, eux, ce qu'ils pensent, c'est comment ils vont survivre à la fin du mois, voilà. Donc, et même parfois à la fin de la journée. Donc, ce n'est pas leur préoccupation. Donc, on ne pourra pas... Tant qu'on n'aura en même temps, c'est pas eux dont le niveau, dans le mode de vie est le plus, oui, mais si vous voulez, le plus carboné pour rester sur un exemple tout bête, parce qu'il n'y a pas que le carbone, il y a aussi le plastique qui est juste dévastateur dans les océans. Quand on voit son explosion, ça finit dans notre alimentation. Bon. Donc c'est pareil, le carbone c'est une chose, mais la pollution environnementale, elle ne prend pas que ça. Oui, mais il faut fixer des priorités. On a le sentiment effectivement que les émissions de carbone, enfin en tout cas c'est pas qu'un sentiment, parce que ça a été établi par la communauté internationale, enfin en tout cas comme la priorité mais justement, numéro je pense qu'en saucissonnant les problèmes, on finit par améliorer un bout de quelque chose, mais le reste ne suit pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme vous et moi, nos membres, le cerveau, tout fonctionne en même temps. Dès qu'il y a un truc qui ne fonctionne plus, vous avez réparé un bras, mais l'autre ne marche pas, ça ne marche pas. Ben là, c'est la même chose. Si on n'est pas capable de fournir des jobs à 7 milliards d'individus sur Terre, il n'y aura pas de conscience écologique, et de toute façon, ça ne marchera pas. Donc, et de l'autre côté, je ne sais pas, si vous prenez l'Afrique, ça s'est énormément amélioré. Il y a 10 ans, vous pouviez aller sur n'importe quelle plage autour d'Abidjan, à Signy, où il y avait le Club Med et les bronzés, il y a une trentaine d'années. Il y avait des sacs, parce qu'on vendait des petites bouteilles d'eau, c'était des sacs plastiques, vous buviez comme ça, et les gens jetaient. Vous ne pouviez pas faire un seul pas sans avoir partout des sacs plastiques qui finissaient dans l'océan. Donc, si vous n'avez pas l'éducation, les jobs, la prévention, tout ce qui va avec, vous continuez à alimenter. Donc, je pense que, voilà, il faut que ce soit les entreprises et les citoyens, et qu'à un moment donné, il y ait des contraintes éventuellement autant sur les citoyens que sur les entreprises. Bon. La deuxième chose, c'est que je pense que le carbone, ok, on a fixé la priorité, mais je pense que justement en ratant les autres priorités, on est en train de se priver d'une vraie réalité, d'un vrai impact. Et oui, malheureusement, même en tant qu'entrepreneur... On ne s'est pas oublié le plastique. Je reviens à la loi climat. Il y a la loi présentée. On repart vers la consigne des bouteilles en verre. Donc il y a tout un tas de choses qui sont en train de se mettre en place. Et oui, bien évidemment, même moi, quand entrepreneur, je ne vais pas vous dire que tous les jours,
toujours, je suis d'une vertu absolue et que je fais des... Donc, à un moment donné, si l'État fixe un certain nombre de cadres, forcément, je vais m'y plier. Donc, je pense que, voilà, moi, je ne suis pas un adepte, comme vous le savez, je pense qu'on partage un certain nombre de convictions sur ce plateau, mais un adepte de la réglementation à tout prix. Mais à un moment donné, il faut que quelque chose vous fixe un cap, un certain nombre de contraintes, pas une normalisation excessive comme on aime tant la faire ici en France et aussi en Europe. Et à partir de ce moment-là, l'écosystème s'adapte. Mais il faut que la totalité de l'écosystème soit concernée. Dès qu'on laisse 3 zones d'ombre pour ne faire qu'une zone de lumière, celle du carbone, ça ne fonctionne pas. Au final, on aura des résultats qui seront de toute façon limités. Et puis, n'oublions pas de calculer les vrais coûts. C'est-à-dire que quand vous commencez à dire aux gens, bon, vous n'avez plus d'électricité d'origine nucléaire, vous allez aller dans un véhicule électrique, c'est l'objectif, il faut y aller, et que vous êtes obligé de brûler du charbon pour les faire fonctionner parce qu'il vous faut de l'électricité quelque part, et que l'électricité, comme en Allemagne, est fournie par le charbon, mais dans d'autres pays, c'est juste stupide, c'est une illusion. Ah oui, alors donc ce qui veut dire que si on arrête le calcul au moment où la voiture est finalement produite et sur son temps, où elle roule, où elle est dans la rue, fantastique, on a peut-être fait un truc génial. Mais si on prend la peine de calculer ce qu'on n'a pas fait en amont en les faisant tourner au charbon, c'est juste une catastrophe totale. Donc tout dépend aussi si l'objectif est le carbone, il faut le prendre du début jusqu'à la fin et pas mesurer ce qui nous arrange. Parce que finalement, là aussi, ça fausse le système. Je reviens à ma loi, la loi. C'est ma loi parce que c'est moi qui l'évoquais. La loi climat qui a été présentée hier matin au Conseil des ministres, donc là pour le coup qui concerne la France. Quel regard vous posez sur, je vais dire un inventaire à l'après-vert. Enfin, il y a beaucoup de mesures à l'intérieur, effectivement. Alors les écolos disent c'est pas assez, le milieu économique dit c'est trop. Donc est-ce que c'est malin de se dire ça doit être à peu près bien visé, ou est-ce que c'est peut-être pas aussi simple que ça, Erwan? Il faudrait 3 heures pour parler de ce sujet-là. C'est très intéressant parce qu'on est à la croisée des chemins justement entre l'incantation et la réalité. Et quelque part, les formules magiques et ce qu'il faudrait vraiment développer. Moi, je n'ai pas fustigé à l'époque la Convention citoyenne pour le climat parce que je trouvais ça très intéressant en fait de donner déjà une utilité au CESE d'une part et d'autre part d'avoir cette expression citoyenne. CESE est limité à accueillir, c'est-à-dire à fournir les bancs et la pièce. Pour lui donner une utilité. Voilà. C'est peut-être la chose la plus utile qu'il ait réussi à faire ces 10 dernières années. Et donc du coup, moi je trouvais ça intéressant dans la construction citoyenne parce qu'en plus il y avait une volonté politique manifeste de la part du président de la République, c'était de sauter les corps intermédiaires. Parce que dans les discussions qu'il y avait à l'époque, c'était de se dire on en fait une sur... Il y en avait une d'abord sur Convention citoyenne européenne qui avait été pilotée par Valérie Gomez-Bassac, qui s'était déroulée un peu partout en Europe, qui avait été une franche réussite. Et derrière, l'idée c'était on en fait une sur le climat, puis après on va en faire une sur le droit social, sur les retraites, etc. Comme ça en fait, on bypass quelque part les syndicats les partenaires sociaux qui n'arrivaient plus à se mettre d'accord. Là où je pense que la faute politique a été faite, c'est quand le président Macron a reçu justement les citoyens et a dit je prends sans filtre, sauf une ou deux mesures. Et ça, à mon avis, c'est là où il y a eu un péché originel. À partir de là, il y a eu le piège politique, peut-être à cause d'un enthousiasme un peu trop grand. Qui s'est dans lequel il est... Totalement, c'est un piège sur lequel il aurait fallu dire je prends acte, je transmets en l'état à l'Assemblée. L'Assemblée fera des groupes de travail divisés, 5 groupes de travail, etc. Ça aurait pu permettre d'éliminer la plupart des mesures fantasques et ça aurait pu permettre de réintroduire un autre débat. Notamment, moi je ne comprends pas pourquoi dans cette Convention citoyenne, à aucun moment on a parlé du nucléaire. Donc ça a été une question à mon avis. Donc aujourd'hui, dans un piège politique. Clairement, je pense que la majorité est dans un piège politique parce que à travers ça, elle prépare aussi 2022. Donc essayer de cornériser un petit peu le discours écologique en disant nous on a fait des mesures et quoi qu'en pensent certains partis écologistes, même si moi j'achète pas du tout la plupart des mesures, c'est quand même la loi qui va le plus loin sur certains sujets depuis longtemps. Certains, comme on disait Chirac l'a fait, Chirac en arrivait, Jospin l'a fait, et là je pense que Jadot en arrivait, Macron est en train de le faire. Mais moi ce qui me fait peur, c'est qu'on oublie totalement les deux leviers justement sur la croissance verte. On peut faire des mesures gadgets sur les pailles dans les fast-foods, mais les deux mesures, c'est d'une part une énergie sobre. Donc c'est l'énergie d'abord. Nucléaire. Ça, on est d'accord. De toute façon, c'est simple. Si jamais vous arrivez à vous passer du charbon, vous arrivez à diminuer de 40% les émissions de CO2 au niveau mondial, juste en changeant d'énergie, en changeant de logiciel. Et deuxièmement, c'est l'incitation sur les comportements individuels. Et là, comment ça se fait? On n'a pas trouvé mieux que l'incitation fiscale. Et c'est défendu en tout cas par la plupart des libéraux. Moi, je suis là-dessus. C'est sur un dividende carbone, tout simplement. Alors, le carbone n'est pas la seule solution. En tout cas, c'est le plus facilement mesurable. On met en place une taxation sur le carbone, c'est-à-dire tout simplement le produit pollue, vous l'achetez moins cher. Déjà, ça permettra aux Allemands de les aider à faire leur transition écologique, parce que quand on paiera le vrai coût écologique d'un produit manufacturé, fabriqué en Allemagne, c'est-à-dire
en incorporant la production d'énergie qui est faite, qui est extrêmement polluante, c'est-à-dire le charbon et le gaz, dans ces cas-là, nous, on pourra en fait être plus vertueux, on pourra peut-être réindustrialiser parce que nos usines, elles tournent en On va tout être cas. plus compétitif que les Allemands grâce à notre... Exactement. Et cette idée de dividende, c'est-à-dire on paye le vrai prix justement sur les produits polluants et d'autre part, on a une redistribution parce qu'effectivement, il y a la conscience écologique, ça s'achète à partir d'un certain niveau de revenu. Ce dividende-là, qu'est-ce qu'il permettra ? Il permettra tout simplement d'avoir une vraie redistribution pour permettre aux ménages d'avoir accès justement aux véhicules électriques, à la consommation un peu plus raisonnée, à l'agriculture de proximité, à l'économie circulaire, etc. etc. C'est les deux seuls leviers. On peut faire autant de mesures gadgets qu'on veut sur la consigne, sur le recyclage, sur les pailles, sur les publicités, sur les SUV. C'est pas du tout ça qui va sauver la planète. Les deux seules choses qui vont le faire, c'est une énergie sobre et une incitation des consommateurs. Le reste, c'est que la littérature. Vous étiez, je reviens 2 secondes rapidement, pourquoi vous êtes sceptique sur l'idée de mettre en avant le critère carbone, Denis ? Parce que j'arrive pas à croire qu'on arrive à résoudre un problème aussi large que celui de la planète en se concentrant sur un seul facteur, en fait. Parce que le monde, l'humanité, l'être humain, c'est en même temps, la pollution des océans que vous évoquiez, c'est pas le réchauffement au sens du réchauffement constaté et projeté, qui lui, manifestement, est quand même... Enfin, en tout cas, il y a consensus sur le fait qu'il est lié aux émissions, pas que de CO2, mais principalement à date du CO2. Je pense qu'à un moment donné, on doit inventer un nouveau mode de vie. Alors, je ne sais pas si à nouveau on doit l'appeler ça, mais un nouveau mode de vie qui fait que chacun puisse avoir une conscience plus forte de ce qu'il fait. Mais à nouveau, je le répète, enfin... Je me souviens toujours d'où je viens, et d'où je viens, je peux vous dire qu'à la fin du mois, vous avez d'autres préoccupations que l'écologie. Et il y a 7 milliards de personnes sur Terre, et une immense majorité sont encore dans une zone de pauvreté. Donc vous ne pourrez pas changer les choses fondamentalement. Donc, et ça veut dire que si dans un premier temps, cette transition sur le carbone, prenez même l'exemple à nouveau du véhicule électrique sans s'acharner sur lui. Prenez, on a deux leaders en France, Autodistribution et Norauto. Bon, eux, ils se disent, dans 20 ans avec le véhicule électrique, je ne sais pas si je suis encore là. C'est des dizaines de milliers d'emplois. Bon, des garagistes, des populations moyennement qualifiées, un peu qualifiées, pas du tout qualifiées. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là ? Et donc, à un moment donné, si d'un côté, on améliore l'air, mais qu'il ne fait qu'abreuver en oxygène des gens qui sont en train d'asphyxier économiquement, on est en train de... j'ai soigné là, mais je n'ai pas soigné. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, mais à nouveau, je reviens sur mon truc, c'est qu'en se concentrant juste sur un levier, en oubliant toute la société et l'écosystème qui va avec, on fait une erreur fondamentale. Donc, il faut travailler tous les sujets en même temps, qui vont de l'élévation sociale de ces centaines de millions de personnes qui ont besoin de s'élever et qu'on vient de renvoyer à l'extrême pauvreté. Et parce que tant qu'il n'y aura pas une conscience mondiale, on n'aura pas des impacts majeurs. Voilà. Demain, si les gens doivent brûler des cajots, brûler du charbon pour se faire à manger, parce que sinon, excusez-moi du terme, ils ne bouffent pas, et ben, on pourra toujours aller leur crier dessus. S'ils ont besoin, enfin, je ne sais plus combien les bovins sur Terre sont responsables de gaz à effet de serre, il paraît que c'est colossal, on ne va pas tous les abattre. Donc voilà, à un moment donné, il faut dire... Okay. Non, mais en même temps, on peut manger moins de viande. Enfin, voilà. Je veux dire, donc moi, je comprends le carbone parce que c'est visible, un truc, la couche, l'ozone, le truc, enfin, au sens visible, au sens, comme disait Erwan, mesurable. Mais à un moment donné, malheureusement, si tout le reste est défaillant, on n'atteindra pas notre résultat. Si tenté, mais moi, je ne suis pas scientifique, et puis il y a des débats... C'est comme le Covid, et son contraire. À un moment donné, il y a des gens qui disent, mais de toute façon, quoi que vous fassiez, quelle que soit la vitesse à laquelle vous ralentissez, on ne va pas changer grand-chose au rythme de l'humanité, y compris de Jeffrey Sachs, qui sont quand même parmi les grands climatologues mondiaux. Quand il vous parle à l'issue d'un repas, ce qui m'est arrivé avec lui à New York il y a 2 ans maintenant, vous ressortez, même lui, il n'y croit pas. Donc, parce que de toute façon, ça n'ira pas assez vite, et parce qu'à un moment donné, il y a une espèce de phénomène où c'est une dégradation linéaire. Et il explique à un moment donné, mais on ne sait pas quand, ça devient exponentiel. Alors là, on ne contrôle plus rien de ce qui peut se passer. Et il dit, je ne vois pas comment on peut freiner à temps. Donc du coup, si ça doit aussi arriver, il faut prévoir aussi ce plan où ça ne marche pas. Ben, qu'est-ce que j'ai préparé ? Et si le reste n'est pas prêt, vous ajoutez de la fatalité à la fatalité. Et là, ça devient excessivement dramatique. Je préfère même pas y penser. Il y a le principe de précaution, mais il y a aussi le principe mes enfants, c'est autre chose. Mais aussi le principe de préparation, voilà, dont on ne parle pas assez. Ça sera l'objet d'un autre débat. Restez avec nous, on marque une courte pause. On va parler de complètement différent. Je mesure beaucoup plus à court terme, voilà, après avoir parlé du long terme, à court terme, avec notamment différentes actualités boursières.
Retour dans Late et Smart. Merci de rester avec nous. Regardez le titre du débat. Veolia Danone, la bourse rend-elle fou? Bon, c'est un petit peu exagéré. C'était histoire de montrer qu'il y avait un petit peu d'agitation dans certains esprits autour de valeurs cotées ces jours-ci. Vous le savez, le feuilleton Veolia-Suez est reparti de l'avant. Dernier épisode. Alors bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Communiqué de Suez ce matin. Regardez, Suez confirme qu'elle accueille favorablement le principe d'une médiation dans le cadre de la tentative d'offre publique de Veolia. Bon, en même temps, le principe d'une médiation, il n'a pas été présenté par Veolia. Et c'est juste effectivement le ministre qui dit il faut se parler et puis un certain nombre de parties prenantes. Donc voilà, ça veut pas. Pendant ce temps-là, on a eu quelques papiers à droite, à gauche sur voilà, les coulisses des derniers jours entre les deux groupes. C'est assez fascinant à lire. Je vous invite à lire notamment ce papier, Les secrets de la rencontre. Mathieu Perche-Bierty, le confrère de BFM, les secrets de la rencontre entre les patrons de Veolia et de Suez. Il raconte le face-à-face vendredi dernier dans un hôtel à Paris, pas loin d'ici d'ailleurs, pas loin des studios de Bismarck du côté du quartier de l'Étoile, de ruse en coup de bluff. Leur négociation était vouée à l'échec, mais effectivement, on voit qu'on est un petit peu sorti de la rationalité économique simple quand on lit ces papiers. On a appris aussi que voilà, pendant le match de foot dimanche soir, le président du tribunal de Nanterre avait été appelé par le patron de Suez pour précisément interdire l'offre que Veolia était susceptible de présenter dans les heures qui viennent et qu'ils ont travaillé toute la nuit. On ne savait pas qu'on pouvait solliciter un juge de nuit, comme ça maintenant on a appris des trucs. Donc ça c'est l'affaire Veolia-Suez. Vous avez Danone, regardez ce papier des Échos, Danone de points, Emmanuel Faver, à nouveau, c'est le patron de la boîte, à nouveau ciblé par un fonds d'investissement qui s'appelle Artisan Partners, gros fonds américain, quelque chose comme 150 milliards d'euros gérés, qui a pris une participation de 3% dans Danone, qui a écrit aux administrateurs, notamment l'administrateur référent élu, qui s'appelle M. Gilles Schnepp, qui est ancien patron de Legrand. Et ça vaut le coup, il faut quand même que je vous lise quelques extraits de cette lettre. Danone possède l'un des meilleurs portefeuilles d'actifs de l'industrie agroalimentaire, blablabla. Malheureusement, la performance financière de Danone n'est pas en ligne avec la qualité de ses actifs. Danone est en retard sur presque tous les indicateurs, blablabla. Nous espérons que vous partagez notre opinion qu'un changement urgent est nécessaire. Blablabla. Les fonctions de président et directeur général doivent être dissociées, blablabla. Et on a même le bon candidat pour ça. Et tiens, à propos de bourse, on a le groupe BPCE qui retire Natixis de la bourse avec son président qui dit bon, on n'a pas besoin de la bourse finalement. Est-ce que qui va réagir en premier? Pardon? Pas vous, Guillaume. Là, c'est foutu pour vous. Bon. Denis, ça vous inspire quoi un peu cette folie ambiante? Bon, c'est vrai qu'on a plusieurs affaires qui agitent le petit landerneau français, mais enfin, c'est la vie des affaires finalement. C'est pas une première. Ça arrive quand même assez régulièrement, un peu partout dans le monde. Là, on parle de la France, mais si on se penchait sur les États-Unis ou sur un certain nombre de pays, on a autant d'affaires. Et puis les fonds d'actionnaires minoritaires activistes, c'est quand même une mécanique extrêmement bien rodée aux États-Unis. D'ailleurs, celui-là est américain, si je ne m'abuse. Donc, bon, c'est un truc qui est très rodé. Comment s'affranchir des histoires d'ego? Parce que manifestement, il y a des histoires d'ego là-dedans quand même. Mais bon, Danone, c'est l'exemple de cette boîte qui est animée par un dirigeant qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui a affiché des valeurs sociétales auxquelles pour le connaître un peu, il croit profondément. Bon. Après, ce qui est toujours très difficile, c'est avoir des valeurs sociétales et puis avoir... Qui étaient dans les lignées de ses prédécesseurs et des créateurs, évidemment. C'est des gens dans le long terme. Je veux dire, le père Ribou a élevé son fils, le fils a élevé quasiment Faber, qui était avec eux depuis tout petit, pratiquement, sorti d'HEC. Il est rentré très vite chez Danone et puis il a monté les échelons, il a pris la suite. Alors effectivement, c'est des personnalités très différentes. Le père Ribou, le fils Ribou et Emmanuel sont des gens très très différents. Bon, Emmanuel a un tempérament qui est assez fondamentalement différent et un management qui est très différent. Donc on sait qu'il y a une sorte de petit schisme entre la vision sociétale d'Emmanuel Faber et puis la réalité du terrain, parce que c'est néanmoins une boîte qui doit... La deuxième chose, c'est que effectivement, ils ont des performances qui déçoivent. Je veux dire, aujourd'hui, trouver des secteurs qui déçoivent pas, il faut quand même les compter sur le doigt d'une main. Quand vous alimentez en eau... C'est pas que sur un an, d'après ce qu'on lit. Mais c'est surtout cette année où on voit que les cafés étaient fermés, les hôtels étaient fermés, donc c'est moins de bouteilles d'eau qui viennent de chez eux, moins de trucs qui viennent de chez eux. Bon, ils ont eu des investissements. Alors, dans mes grands copains, Michel Augustin, ils espéraient de passer de 50 millions à 100 millions. Ils sont toujours à 50 millions, ça n'a pas bougé. Enfin, je veux dire, sur le périmètre de Danone, 50 ou 100 millions, bon, ça compte pas dire que ça compte énormément, mais c'est cité dans les documents, donc ça mérite d'y venir. Donc je pense que Danone fait partie de ces groupes qui ont fait un choix sociétal d'une espèce de forme de croissance plus sobre. Oui, justement, il y a un lien. Je pense que si on commence à dire d'un côté, moi je suis Larry Fink, à la tête de BlackRock aux États-Unis, il faut que tous les fonds du monde commencent à avoir une croissance plus patiente, plus sociétale à impact,
et que tous les fonds d'activistes disent oui, mais attendant, les résultats de l'année, là, mais moi ouais. je veux du 2 points chaque année. À un moment donné, il faut qu'on tous se mettent devant le miroir, et les activistes en premier, en disant mais vous voulez quoi, le bien-être sociétal et de la planète ou uniquement du fric toujours plus chaque année. Donc à un moment donné, il va falloir réconcilier tous ces acteurs en disant arrêtez tous de faire des déclarations sur une bonne conscience capitalistique mondiale et puis de l'autre côté de dire bah, les gars, crachez du pognon parce que sinon je te dégage. Bon. Après sur le dernier point qui est directeur général président, et là c'est vraiment pas une critique parce que je ne connais pas assez pour aller dans le détail, je pense que dans le cas d'Emmanuel Faber, ça ne serait pas une hérésie que d'avoir un président et un directeur général. Ouais, si vous prenez... Sous-entendu, c'est à chaque fois du cas par cas cette question de quel est le bon système de gouvernance à la tête des grosses boîtes. Bah, à nouveau, si on prend le critère sociétal, aujourd'hui, vous direz, Sénard, il était bien tout seul à la tête de Renault, parce que s'il y a un patron français qui a des valeurs humaines, humanistes, sociétales fortes, et qui les respire et qui les pense vraiment, quand on le connaît bien, ce qui est mon cas, parce qu'on est assez proche, je lui donnerai Renault. Mais à un moment donné, il faut aussi dépoussiérer Renault, réorganiser Renault, remettre Renault en état de marche. Et Luca Di Meo, c'est juste l'un des 5 bonhommes sur la planète qui peut faire ça. Donc, ça se conjugue, d'accord ? Parce qu'on ne peut pas faire que ça. Et justement, en conjuguant bien les deux, ça marche. Et je pense qu'à un moment donné, je pense qu'Emmanuel Faber aurait peut-être besoin d'avoir son Luca Di Meo pour avoir une partie qui mette progressivement en adéquation l'organisation et le truc. Ce que L'Oréal commence à faire pas mal. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus un produit qui est conçu chez L'Oréal si on n'a pas étudié le nombre de plastiques, le nombre de cartonnages. On fait du savon liquide, du savon... Oui, mais on n'a pas séparé présidence et direction générale chez L'Oréal pour autant. Non, on ne l'a pas fait, mais parce qu'il y a une espèce de fibre qui est là, qui est forte et qui a vraiment, depuis plusieurs années, animé la transformation de la boîte. Donc, je pense que, voilà, donc, business as usual, les fonds d'activistes font leur métier d'activiste. Ça nous ramène à un débat qui fait qu'on n'a pas tranché entre la société et le profit et qu'il faut apprendre à conjuguer les deux et que Emmanuel, sa meilleure réponse serait justement, effectivement, de se doter d'un directeur général sans répondre au reste, parce que je pense qu'il a raison de mener Danone vers le sociétal. Et Veolia et Suez, je ne sais plus quoi dire qui n'ait pas déjà été dit, mais je pense qu'on est rentré dans la guerre des égaux. C'est-à-dire qui est-ce qui va gagner des deux ? Pour le coup. Voilà, c'est qui est-ce qui est la plus longue. Alors je ne sais pas si elle est plus longue ou plus courte la nuit avec un juge du tribunal de commerce. C'est vrai que c'est des choses en tant qu'entrepreneur, on rêverait quand on voit la situation de pouvoir les kidnapper et parler avec eux la nuit. Manifestement, les grands ont des privilèges que les petits. Il y en a qui y arrivent. Oui, ça c'est ce qui m'a le plus impressionné, effectivement, à la mi-temps de OM PSG apparemment. Erwan, votre sentiment. Alors effectivement, c'est deux sujets un peu différents. Hein. J'ai tenté de les agréger, mais on peut les traiter séparément, évidemment. Ce que je trouve intéressant dans le cas de Danone, c'est la communication qui est faite autour. Pourquoi ? Parce qu'en France, on a un grand déficit de compréhension de ce qu'est le capitalisme, les fondements même du capitalisme et de l'actionnariat. On a un traitement du capitalisme qui est fait à travers deux entités qui sont le dividende et l'actionnaire. Et on imagine le dividende comme étant quelque chose qu'on vole aux salariés et l'actionnaire comme étant un rentier avec son chapeau haute forme, un peu Monsieur Monopoly en fait. Là, on a clairement les actionnaires activistes. Alors moi, je dis ça en conscience qu'on a fait une étude à l'Institut Sapiens signée par Olivier Beau sur le sujet, où en fait on s'est plongé dans la littérature et on remarque qu'il y a pas mal de littérature justement qui montre que la présence des actionnaires activistes, c'est une très bonne chose pour l'entreprise. Je vous cite deux petites études. Il y en a une qui a été faite par Belchuk en 2015 qui en fait a étudié 2000 cas à travers le monde et 2000 cas d'entreprises activistes. Et à chaque fois, en fait, on remarque que la présence justement d'actionnaires qui sont justement intéressés à la bonne marche de l'entreprise, et ben, ça augmente considérablement et la productivité et l'impact social de l'entreprise et les résultats d'exploitation. Vous avez entendu, pas que le dividende, c'est ça que vous voulez nous dire. Ça et la présence des femmes. Et ça et la présence des femmes, exactement, dans les comités de direction. Ce qui est très intéressant, c'est de se dire justement, en fait, on a la possibilité là, et c'est pour ça que quelque part l'exemple de Danone est assez cocasse, parce qu'on a une entreprise qui veut faire de l'économie différente et qui nous montre qu'en fait, il y a un système capitalisme différent. Parce rattrapé par la patrouille. En France, on n'a pas vraiment la culture de l'actionnaire actif. On a cette culture, vous savez, des grands groupes familiaux avec effectivement un capitalisme un petit peu de connivence. Elle a aussi pas mal été décriée par pas mal de mes collègues, mais là, pour une fois, du coup, je pense que c'est sain parce qu'on voit en fait à quoi sert un actionnaire dans la sphère publique. Monsieur et madame tout le monde, en fait, voit qu'effectivement, un actionnaire, quelle que soit sa taille, alors là, ça peut paraître epsilonesque. Il peut écrire des lettres au conseil d'administration. Il peut écrire des lettres au conseil d'administration et surtout, il peut derrière avoir une véritable vision et lecture de la situation et de la stratégie de l'entreprise et proposer une autre voie. Bon, là, c'est fait un petit peu, on vous a trouvé votre remplaçant, merci monsieur, passerez prendre, ça fait un petit peu, passerez prendre, voilà. La compta. Et voilà. Vos clés à la maison. Voilà. Mais je trouve ça très intéressant parce qu'on commence à faire la pédagogie du coup de ce qu'est vraiment le capitalisme, de ce qu'est l'actionnariat. L'actionnariat, c'est pas que des short sellers, c'est pas que justement des fonds voraces, c'est pas que des fonds vautours, c'est quelque chose qui
peut être bénéfique et qui est bénéfique pour l'économie et qui, là encore, ça rejoint notre débat d'avant, peut être bénéfique aussi pour la société. Parce que... Ouais, mais est-ce que ce n'est pas une remise en cause, quand même, précisément, des vertus que souhaite avoir le groupe Danone, non pas indépendamment, mais en tout cas à côté de sa logique capitaliste qui est assumée par son dirigeant actuel, mais qui veut qu'il y ait aussi autre chose à côté. Est-ce que ce n'est pas ça qu'on lui reproche? Non, je pense que c'est pas ça qu'on lui reproche, parce que sans citer Larry Fink, mais vous avez la plupart des grands fonds dans le monde qui de toute façon ont compris que maintenant il y avait un virage à prendre, un virage social et un virage environnemental. Vous pourrez, c'est presque une survie commerciale maintenant. L'entreprise qui effectivement n'affiche plus. Maintenant, quand vous vendez des yaourts, type de vertu, voilà, quand vous vendez des yaourts, si vous dites pas que vous sauvegardez la banquise, vos yaourts ne se vendent plus. C'est un argument marketing. Je pense que ce qu'on peut peut-être reprocher à Faber, c'est de l'avoir fait sans justement prendre en considération l'avis de tous ses actionnaires. C'est quelque chose qui est revenu souvent dans pas mal de papiers. Le DG, le PDG d'une entreprise, le président n'est pas propriétaire de son entreprise, sauf si effectivement quand il a justement des actionnaires, il doit rendre des comptes et du coup dans ce cas il n'est que locataire et donc il ne peut pas décider de changer d'orientation de l'entreprise sans en référer au propriétaire directement de l'entreprise. Quand vous êtes locataire d'un appartement, vous ne pouvez pas décider de péter une cloison et de refaire un mur sans demander à votre propriétaire. Donc là, c'est pas, je pense, la stratégie, c'est la façon dont la stratégie a été amenée et le manque peut-être de conciliation qu'il y a pu avoir avec les actionnaires. C'est tout simplement les propriétaires qui se rebiffent et qui disent on veut aussi avoir un mot à dire, c'est normal, c'est nous qui payons. Alors, ce n'est pas les propriétaires depuis longtemps, semble-t-il. Non, ce n'est pas les propriétaires depuis longtemps. Ils sont devenus propriétaires. Ils sont devenus l'année dernière, comme ils le disent, mais chaque propriétaire, quelque part, il n'y a pas forcément d'ancienneté à regarder. Il est autant propriétaire que s'il était propriétaire depuis 10 ans. Oui, il y a pas de... Le temps ne donne pas plus de droit de vote ou en tout cas de part supplémentaire. Là, il s'exprime au nom des autres. Je pense pas que ce soit quelque chose. Sinon, on aurait entendu une contre-attaque d'autres propriétaires qui auraient dit non, on n'est pas d'accord avec vous. Je pense que la vision de ce fonds activiste-là, qui en plus fait écho à la vision d'un autre fonds activiste il y a un mois qui disait à peu près la même chose. Mais qui n'avait pas 3% du capital. Pour le coup, il avait une proportion. Il était là avec 3% du capital chez Danone et c'est le troisième actionnaire. Donc c'est significatif parce que Danone n'est pas contrôlé, comme on sait. Donc du coup, moi je trouve que c'est une bonne chose, sans rentrer dans le fond du dossier, je trouve que c'est une bonne chose pour la pédagogie du capitalisme, pour ce que ça raconte aussi sur la vie des entreprises et sur la transparence qu'il peut y avoir dessus. Dans une époque justement où la transparence est reine et où on remet en cause sans cesse les fondements du capitalisme, je trouve ça pas mal d'avoir des fondements économiques qui s'expriment devant nous en direct. Alors, c'est pas du tout donc la bourse rend fou chez Danone sur le sujet Veolia-Suez. La bourse enseigne. Sur le sujet là-dessus, je pense qu'effectivement tout a été dit. On est rentré dans. Oui, mais c'est pas fini. Dans une guerre d'ego totale. Et je pense que ce qui est dommage, c'est Bruno Le Maire qui l'avait plus ou moins dit. Je pense que ce qui est dommage, c'est qu'on est en train de. On avait 2 champions industriels. On voulait en faire un grand champion international. On est en train, en fait, tout simplement d'affaiblir notre stratégie dessus. À une période. Mais qu'est-ce qui a merdé alors dans cette affaire, pour parler un petit peu familièrement? Qu'est-ce qui a merdé? Vous avez une partie qui, quelque part, a peut-être pas joué un petit peu la voracité jusqu'au bout. Vous avez l'autre partie qui n'a pas voulu se laisser faire, qui a commencé à démanteler de manière interne toutes ces parts. Disons que sur ce sujet-là, moi je trouve qu'on est rentré, comme vous l'avez dit, on est rentré dans une guerre d'ego. Et l'intérêt économique et l'intérêt des salariés et l'intérêt surtout de la France dans ce domaine-là, qui est un domaine dans lequel on doit avoir justement notre souveraineté, l'environnement, on est en train justement de complètement passer à côté. Et je trouve que ça en devient presque risible. Vous savez, c'est un peu comme les guerres d'ego qu'on peut avoir entre 2 grands capitaines d'industrie française qui partagent aussi des liens familiaux par alliance, si vous voyez ce que je veux dire, et qui là aussi se battent à coups de rachats et à coups d'OPA, et qui en fait derrière, c'est juste ça pour le coup, c'est une vision un peu monopolistique au sens du jeu de société et pas du sens. Non, mais en même temps, Denis, on parle d'intérêt des sociétés. Si je reviens sur Veolia-Suez, en même temps, il n'y a pas de vérité absolue. Chacun a l'impression de défendre sa vérité, d'agir au nom de l'intérêt général, peut-être pas, mais enfin, en tout cas, au nom de l'intérêt des 2 boîtes. Donc, c'est pas in fine, ça revient forcément à une bataille d'ego, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas une bataille de vision. Et ça, alors, est-ce que c'est vertueux une bataille de vision entre 2 stratégies et de faire voter les actionnaires? Il y a 2 visions, il y a 2 stratégies, choisissez. Ce qu'on disait tout de suite. C'est un peu ça aussi quand même. Si on veut positiver l'affaire Veolia-Suez. Les 2 dirigeants de ces 2 boîtes ne sont pas propriétaires de leur boîte. Bon, donc à un moment donné. Moi, je trouve que ce truc devrait être résolu très simplement. Il y a des actionnaires. En assemblée générale. Les actionnaires, à un moment donné, certains ont plus de poids que d'autres, certains par leur stature, mais aussi très prosaïquement par leur nombre d'actions. Et à un moment donné, si les 2 dirigeants eux-mêmes n'arrivent pas à s'entendre, il faut passer au niveau au-dessus, quoi. Parce que c'est pas leur boîte. C'est pas. Je veux dire,
comme à un moment donné, ils ne mesurent plus les dégâts éventuels de réputation, d'image, alors ça peut se soigner à terme. Et puis après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand vous fusionnez de force deux boîtes, alors déjà, deux boîtes qui éventuellement ont consenti à fusionner ensemble, parfois 15 ans après, dans les couloirs, il y a le couloir de droite qui s'appelait machin, et l'autre qui s'appelle machin, et ils veulent toujours pas maintenant, parce que leur culture, j'aime pas, enfin, je ne veux pas citer de nom ici, mais on connaît tous des fusions dans lesquelles 20 ans après, les gars disent non, mais lui, il est de l'autre équipe d'avant, je ne parle toujours pas. Et ça met plus de 20 ans parce que ils avaient 30 ans, ils en ont maintenant 50, ils sont encore là 7 ou 8 ans et la guerre va continuer encore 10 ans. Donc du coup, quand vous avez en plus une fusion qui est voulue, qui est ce que disait Robert Peugeot à propos de. Vous imaginez demain si on les oblige à travailler ensemble, mais ça va être une guerre, donc la boîte va y perdre beaucoup de plumes, elle va y perdre beaucoup de choses et je crois qu'on est arrivé là à un stade où tout le monde va être relativement perdant. Donc je pense que les actionnaires doivent jouer leur rôle. Ils doivent se rencontrer la nuit ou le jour quand ils veulent, avec ou sans juge du tribunal de commerce, et dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait ? Et on constitue un ensemble. C'est quoi la stratégie de cet ensemble ? Et puis à un moment donné, de toute façon, il y a un des deux dirigeants qui sautera. Ou alors ils disent aux deux, bah, de toute façon, vous sauterez tous les deux, et puis on en mettra un nouveau. Et on demandera à notre actionnaire activiste de nous nommer le DG et le PDG, et puis c'est fini. Mais on ne va pas résoudre cette affaire. Et plus elle ira au clash, plus la boîte souffrira 10 ans, 15 ans derrière. Et en fait, c'est des parts de marché en moins. Il faut être très, très réaliste. Allez, à suivre. Le mot du jour, c'était médiation. Voilà, principe de médiation avancé par Suez. On verra ce que Pierre ça donne. Pélouzet, notre médiateur en chef de la République, qui est très bon là-dessus. À suivre, il nous reste 5 minutes. Tout de suite, c'est l'after. Pour terminer l'émission, je disais qu'il nous restait quelques minutes. On quitte la France. Regardez cette dépêche. Ils se sont parlé, Joe Biden et Xi Jinping. Ils ont eu leur première conversation, non pas dans l'absolu, puisqu'ils s'étaient déjà vus. Regardez la photo. La photo, elle ne date pas d'aujourd'hui. C'est une photo ancienne quand Biden était vice-président. Ils ont eu leur première conversation avec Joe Biden comme président et avec Xi Jinping. Biden qui a fait part de ses inquiétudes à propos des pratiques économiques unfair de la Chine et du sujet des droits de l'homme, évidemment, dans le Xinjiang et auprès de la minorité des Ouïghours. Le président Xi, lui, de son côté, a répété, c'est ce que le côté chinois a annoncé, répété que Taïwan, Hong Kong et le sujet du Xinjiang étaient des Chinois domestiques, donc des affaires intérieures, et qu'il ne fallait pas s'en mêler, et que ce serait ballot d'aller dans cette direction. C'est le nouvel an chinois ce soir, cette nuit, demain, c'est voilà. Nous, l'intérêt de parler de la Chine, mais si on parlait de la Chine que du nouvel an chinois, ce serait dommage. Est-ce que la détérioration des relations entre les États-Unis et la Chine, qui a été accélérée avec les 4 années de Donald Trump à la Maison-Blanche, est susceptible, selon vous, à terme de devenir un sujet, un problème économique, si on sort de la géopolitique, mais parce qu'on est quand même deux superpuissances, tous nos téléphones sont fabriqués en Chine. Enfin, est-ce que ça peut devenir un sujet ? Manifestement, c'est pas considéré encore comme un futur problème, mais est-ce que ça pourrait le devenir, selon vous, Denis ? De toute façon, c'est la seule guerre qui vaille, c'est la seule guerre où il y a des adversaires. Donc, si on lit toutes les études françaises brillantes ou étrangères brillantes aussi, à l'issue du Covid, il restera 2 puissances majeures d'un point de vue économique, la Chine et les États-Unis. Les États-Unis vont se maintenir. La Chine a encore franchi un bond, avait encore fait un bond, et franchi un cap de façon incroyable. Certainement le seul pays qui a déjà récupéré sa perte de PIB dès la fin de l'année dernière. On prévoit une croissance. Moi, j'ai des amis français installés en Chine hier. On discutait sur WeChat, la fameuse appli, qui me dit moi je suis au restaurant, il fait beau, tout va bien. Pendant que nous, on parle encore d'enfermement. Vous disiez on quitte la France quelques instants. C'est vraiment métaphorique. Parce que je vous rappelle que ce gouvernement devenu définitivement despotique nous a fermé toutes nos frontières. Donc du coup, aujourd'hui, la Chine et les États-Unis, c'est que le début d'une longue guerre, pas froide du tout, elle va être très chaude. Moi, j'étais assez admiratif du fait que Trump se lance là-dedans. C'est-à-dire qu'il y avait un seul dirigeant dans le monde qui avait dit, bon les gars, ça suffit. Alors après, on peut critiquer la méthode, la forme, la façon de le faire, mais il fallait quand même que quelqu'un le fasse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les Chinois, ils ne sont pas plus mauvais que les autres. Ils ont juste leurs habitudes, leur culture.
Ils veulent prendre une place prédominante dans le monde. Ils ont 1,5 milliard de personnes, dont 200 ou 300 millions qu'il faut sortir encore de la pauvreté. Ils ont une croissance à trouver. Ils ont des problèmes démographiques extrêmement graves qu'il faut qu'ils arrivent à résoudre d'une façon ou d'une autre dans les 20 prochaines années. Donc, parce que sinon, ils n'auront plus de cadres, plus de remplaçants, etc. Et ils ne veulent surtout pas remplacés par des minorités ou des non-chinois c'est vraiment pas un sujet. Et il faut que tout le monde soit au diapason, d'où les minorités musulmanes qui sont tolérées à partir du moment où elles rentrent dans le moule, dès qu'elles sortent, etc. Mais cette guerre chaude, cette guerre froide, voilà, En même temps, comment on va la ressentir ou pas? Sans les débats en ce moment, si on avait été un petit peu plus ferme avec nos minorités, etc., on ne serait pas en train de parler de séparatisme aujourd'hui. Donc, je ne suis pas en train de dire que ce que font les Chinois sur les musulmans est bien, mais à un moment donné, il faut savoir se faire respecter quand on veut maintenir sa culture. Et de ce point de vue-là, je suis plutôt... Ça, c'est pas le sujet. Mais là, la guerre, elle va bien. Pourquoi ? Pratiquement dans tous les compartiments de l'intelligence artificielle, la Chine est en train de dépasser les États-Unis. Sur la recherche fondamentale, elle est en train de sur la physique quantique, elle est en train de la dépasser. Elle vient d'investir 10 milliards dans les supercomputers et la physique quantique. Donc elle est partie à fond sur tous les sujets. Les États-Unis, sur certains sujets, sont à la traîne, vont moins vite, donc ils vont vouloir gagner du temps. Donc moi, je suis plutôt rassuré que Biden réenfourche ce costume de « on va pas se laisser faire », parce que c'était la grande crainte qu'on avait tous vis-à-vis de Biden. Donc la guerre, ce n'est que le début. Ce n'est que le début, parce que les grosses mutations technologiques, elles arrivent. Les États-Unis vont devoir maintenir une forme de prédominance, et pour ça, il va falloir que Biden leur permette de gagner du temps et taper un petit peu sur la Chine, qui, entre-temps, se disant, puisqu'ils m'énervent ces Américains, je vais passer à un accord avec l'Europe, et ça va me permettre d'avoir quelques petites fuites, et comme l'Europe est faible, je vais pouvoir... Erwan, très rapidement, quand on parle de guerre froide, on fait référence à la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS, enfin entre l'Ouest et l'Est. À l'époque, il y avait très peu de liens économiques entre ces deux blocs. Aujourd'hui, on parle de guerre froide entre les États-Unis et la Chine, qui ont des liens économiques absolument énormes, colossaux. Effectivement, c'est une situation complètement différente. À l'époque, on se regardait un petit peu comme chien de Finlande. Aujourd'hui, il y a des milliards, des dizaines de milliards échangés tous les jours ou presque entre ces deux. Là, ça change quelque chose. D'où la question de quand cette guerre froide va devenir un sujet économique. Oui, c'est Beaumarchais qui disait qu'à mesure que vous augmentez les échanges, vous diminuez la raison de faire la guerre. On fait la guerre un peu. Donc c'est plutôt une compétition internationale qui est en train de se passer. Mais moi, je pense que ce qu'il faut regarder surtout, c'est sous l'angle de la big tech. Hein, la guerre aujourd'hui, elle va se faire. En tout cas, la guerre de demain entre les deux grands blocs, elle se fera d'un côté avec via leurs géants technologiques, de l'autre côté avec les BTHX. Quand vous regardez, l'un répond à l'autre. N'importe quel acronyme répond à l'autre acronyme. Et c'est ça qui est très très intéressant de se voir là-dessus, c'est que maintenant les bras armés, avant effectivement les guerres se faisaient à coups de soldats et de tanks. Maintenant, elles se font à coups de big tech, à coups de géants du numérique là-dessus. Ils l'ont bien compris. En tout cas, la plupart de ces régimes, ces autocraties un petit peu éclairées, l'ont très bien compris que maintenant la nouvelle diplomatie se fait là-dessus. Comment s'appelle-t-il ? Vladimir Poutine avait dit que celui qui maîtriserait l'intelligence artificielle dominerait le monde. Ces puissances-là l'ont compris. D'un côté, vous avez un modèle démocratique, de l'autre côté, vous avez un modèle un peu moins démocratique, mais ils ont compris que pour conquérir justement le monde, ça se passerait par ces petits outils que vous avez là et par justement la puissance, la maîtrise de la puissance des outils et des technologies qui seront incontournables demain. Bon, en attendant, c'est le nouvel an chinois. Voilà, bonne année aux Chinois qui nous regardent. Du buffle ou du bœuf ? Je ne sais plus. Du bœuf, je crois. Oui. Très bonne, du pangolin, c'est bon. Très bonne soirée à tous. Merci à tous les deux d'avoir été à mes côtés ce soir. À demain.